L'air dans l'auditorium était chargé de fierté et de parfum. J'étais assise au fond, les jambes croisées à la cheville, le dos droit, faisant semblant de ne pas sentir chaque regard glisser dans ma direction. Lorsque mon nom de famille résonna dans la salle, Dr Marshall Ellison annonça le présentateur d'une voix retentissante, promotion de 92 et fier parent du major de promotion de cette année. Les applaudissements éclatèrent. Je ne sciais même pas. Mon père s'approcha du podium avec cette démarche de chirurgien que je connaissais trop bien, mesurée, confiante, parfaitement contrôlée. Il ajusta ses boutons de manchette avec le même soin qu'il utilisait autrefois pour me corriger la posture quand j'étais enfant. Pas un seul regard vers moi. Pas une seule fois. Être médecin, c'est une question de précision, commença-t-il. Et élever un enfant qui le devient ne demande pas moins de rigueur. Le public rit doucement, appréciant la remarque. Mon frère Julien rayonnait depuis son siège au premier rang, les cordons dorés posés sur ses épaules captant la lumière. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il avait travaillé dur. Et contrairement à moi, il était resté dans le rang. Mon père poursuivit, brossant le portrait parfait de l'enfance de Julien, de son intellect discipliné, de son héritage d'excellence. J'avais déjà entendu différentes versions de ce discours lors de dîners, d'événements pour les donateurs, ou aux galas annuels de son hôpital, mais cette fois, c'était personnel. Il se tenait au sommet des attentes familiales, et de là-haut, il semblait que je n'existais pas. Et puis, c'est arrivé. Au moins un de nos enfants nous a rendus fiers. Sans pause, sans hésitation, une déclaration clinique. La salle ne réagit pas avec stupeur. Elle rit, un rire léger, complice, comme une blague que tout le monde comprenait. Ma gorge se serra, mais je ne bougeais pas. Je ne sciais pas. Mon visage resta impassible et j'hochai simplement la tête, comme si le nom qu'on venait d'abattre comme une guillotine n'était pas le mien. Ma mère applaudit poliment, les yeux rivés sur la scène. Carrie, ma petite sœur, était assise à côté de moi, tendue. Elle ne tourna pas la tête, mais sa main effleura la mienne une seconde, un geste discret mais volontaire. Julien, lui, ne se retourna pas. Je ne l'aurais pas fait non plus. Ce qu'ils ignoraient tous, ce qu'aucun d'eux ne voyait, c'était la clé que je tenais dans ma paume. Un petit boîtier noir, posé discrètement entre mes doigts. Le logo n'était pas visible d'ici. Ce n'était pas le but. Je n'étais pas descendu de New York pour rivaliser. J'étais venu pour Julien, pour moi, et peut-être aussi pour Carrie, qui vivait encore sous leur toit. Les applaudissements reprirent lorsque mon père quitta la scène en serrant la main du doyen. Ma mère se leva pour une photo. Je restais assise au fond de la salle, les observant depuis une distance qui n'était plus émotionnelle. Elle était stratégique. Dehors, au bout d'un chemin en pente près du parking latéral, la Lamborghini était là, tranquille, exactement là où je l'avais garée, cachée pour l'instant, mais plus pour longtemps. J'étais partie de New York avant le lever du soleil. La ville ne bourdonnait même pas encore, juste quelques camions de livraison, un ou deux joggers, et la lueur des réverbères qui se reflétaient sur le capot de mon Lamborghini Urus. J'avais pris la West Side Highway, fenêtres entr'ouvertes, radio éteinte. Ce silence, je l'avais mérité. La plupart des gens pensaient que j'avais acheté cette voiture pour frimer. Qu'ils le croient. Ce n'était pas ça. C'était le fait d'être debout dans une concession, de remettre un chèque portant mon propre nom, sans garant, sans validation, et de voir le regard du vendeur changer en réalisant que je n'étais ni l'assistante de quelqu'un ni une épouse chanceuse. J'étais la PDG. Elsbridge Technology n'était pas censée être une entreprise. C'était au départ de la frustration, et si. Né d'un stage clinique raté et d'un tableau blanc dans mon minuscule studio. Mon idée, un système de surveillance en temps réel, basé sur l'IA, capable de détecter la détérioration des patients avant même que les infirmières ne le remarquent. Mon professeur avait dit que c'était ambitieux, mais naïf. Je n'ai rien répondu. Je l'ai juste construit. Les 2 premières années ont failli me briser. Carte de crédit maxée, repas fait de pizza à $1, et des petits boulots d'intérim pour payer un loyer sur un appartement, sans fenêtre. Le jour où je n'ai pas pu payer mes salariés, j'ai hypothéqué cet appartement sans fenêtre. C'est cette même semaine que mon père a cessé de répondre à mes appels. Et maintenant, 4 ans plus tard, 3 des plus grands réseaux hospitaliers du Nord-Est collaboraient avec nous. Le mois dernier, nous avons clôturé un financement de série C. La semaine dernière, nous avons embauché notre 40e employé. Hier, Forbes a publié un article nous qualifiant de « révolution silencieuse de la sécurité des patients ». Et aujourd'hui, j'étais garé au parking de la remise de diplôme de mon frère,
à 10 mètres d'un homme qui pensait encore que j'avais gâché mon potentiel. Après la cérémonie, j'ai attendu que la foule commence à se disperser avant de me diriger vers le parking. Le soleil avait juste assez bougé pour faire briller la carrosserie noire sous les chênes. Quelques étudiants étaient là, pointant la voiture du doigt, essayant de deviner à qui elle appartenait. Mes talons claquaient sur le bitume. Les conversations autour se sont interrompues. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai simplement appuyé une fois sur le boîtier. La voiture a clignoté en s'ouvrant, accompagnée d'un souffle mécanique doux. C'est là que je l'ai entendu. Amara. Je me suis retournée. Mon père était à quelques pas, sa cravate desserrée, sa veste posée sur l'épaule. Son regard descendit vers la voiture, puis remonta vers moi. Il y eut un éclat de quelque chose, de l'incrédulité, peut-être même un peu de gêne, mais il ne dit rien d'autre. Moi non plus. J'ouvris la porte, m'installai derrière le volant, et démarrai doucement, les graviers crissant sous les pneus alors que je laissais le campus derrière moi. Quand je suis revenu vers la pelouse, ils étaient déjà alignés pour la photo de famille. Ma mère se tenait au centre, lissant le devant de sa robe en soie bleu marine. Julien était à ses côtés, toujours rayonnant de son moment sur scène. Mon père se tenait à l'autre extrémité, dirigeant le photographe comme s'il orchestrait une équipe chirurgicale. Carrie restait en retrait, téléphone à la main, la seule qui semblait préférer être ailleurs. Amara, appela ma mère d'une voix sèche. Viens pour la photo de famille. Elle ne sourit pas. Elle ne le faisait jamais quand j'avais le culot de me présenter sans prévenir. Je m'approchai et me plaçai à côté de Carrie, mais avant que le photographe ne puisse lever son appareil, ma mère intervint. Peut-être qu'Amara pourrait se mettre au bout. Sa robe ne correspond pas vraiment au reste de la palette. Je portais du lin crème. Les autres étaient habillés en bleu marine, rose poudré et gris anthracite. Je baissai les yeux vers ma tenue et hochai la tête une fois. Bien sûr. Faut pas gâcher l'esthétique. Je me décalai sur le bord, exactement comme elle l'avait demandé. Carrie me regarda, son expression impassible, mais sa main trouva la mienne un instant. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le photographe fit quelques ajustements, releva le menton de mon père, repositionna la toche de Julien, me poussa d'un demi-pas encore plus vers le bord. J'obéis. Je connaissais la chorégraphie. 3 ans plus tôt, ils avaient envoyé une carte de Noël avec une photo de groupe prise au mariage de mon cousin. J'étais déjà debout sur le bord. Quand la carte est arrivée, il ne restait plus que mon bras sur la version recadrée. Personne ne remarqua la coupe, ou alors, personne n'en parla. Souriez, dit le photographe. Je souris. Comme si je le pensais vraiment. Un réflexe bien rodé. Ils prirent encore quelques photos, ma mère ajustant sa posture entre chaque prise, mon père jetant des coups d'œil à sa montre. Je me suis reculée lorsqu'ils se sont déplacés pour faire des portraits uniquement avec les diplômés et les parents fiers. Ce n'était pas dit, mais c'était compris. Alors qu'ils posaient sans moi, j'ai aperçu mon propre reflet dans la vitre derrière eux. Calme, contrôlée, présente mais à part. Et j'ai compris que je n'étais plus en colère. J'étais simplement fatiguée. Fatiguée de me tordre pour rentrer dans des cadres où je n'avais jamais eu ma place. Fatiguée d'attendre un espace qu'ils n'ont jamais eu l'intention de m'offrir. Julien a jeté un regard en arrière et m'a adressé un petit signe de tête rapide, sincère, presque désolé. Je le lui ai rendu, sans rancune. Sa victoire était réelle. Elle n'était juste pas la mienne. Je me suis détournée avant qu'il n'ait fini, me glissant dans la foule en mouvement. Carrie me suivait à quelques pas, toujours scotchée à son téléphone. Julien est apparu à mon bureau le mercredi suivant, sans prévenir. Maya, ma directrice des opérations, a passé la tête par la porte, l'air à moitié curieuse, à moitié inquiète. « Ton frère est là ?» dit-elle en haussant un sourcil. Il a l'air tiraillé. Je lui ai dit de le faire entrer. Il est arrivé avec encore son badge de conférence autour du cou, une sacoche en bandoulière comme un bouclier. Ses cheveux étaient un peu plus en désordre que d'habitude, et des cernes creusaient son regard. « Belle vue » lança-t-il en regardant la skyline. « Je ne savais pas que tu avais tout l'étage. »« Ce n'est pas le cas » répondis-je. « Juste le côté où la lumière est meilleure. » Il esquissa un faible sourire et s'affala sur la chaise en face de mon bureau. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Il cherchait par où commencer. Je le laissai faire. J'ai réfléchi, finit-il par dire. Ah, tout. Je refermai mon ordinateur. D'accord. À Hopkins, ah si je suis vraiment, il s'arrêta, les mots bloqués dans sa gorge.
Si je fais ça pour moi. Cela me surprit plus que je ne le laissais paraître. Julien avait toujours été l'enfant modèle. Celui qui suivait le plan sans poser de questions, sans jamais dévier. Et alors? Demandai-je doucement. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je crois que j'ai choisi la neurochirurgie parce que c'était la chose la plus difficile, parce que papa approuverait, parce que ça ferait taire tout le monde. Mais j'ai fait un stage en oncologie pédiatrique le mois dernier et, il secoua la tête. C'était différent. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de faire quelque chose qui avait du sens. Quelque chose d'humain. Je laissai le silence s'installer un instant avant de répondre. Alors, pourquoi ne pas poursuivre dans cette voie? Il leva les yeux. Parce que tu connais déjà la réponse. Parce que papa dira que je gâche mon potentiel. Parce que maman pleurera en disant que ce n'est qu'une phase. Parce que j'ai été l'enfant prodige pendant si longtemps que je ne sais même plus qui je suis sans leurs applaudissements. Je me levai et fis le tour du bureau pour m'asseoir à côté de lui, plutôt qu'en face. Tu te souviens quand je leur ai annoncé que je quittais la fac de médecine? Il hocha lentement la tête. Ils ont réagi comme si tu étais morte. Je n'avais même pas encore compris ce que j'étais en train de construire, dis-je. Tout ce que je savais, c'est que la personne que j'étais en train de devenir, je ne pouvais pas vivre avec elle. Et même avec ça, il m'a fallu des mois pour l'admettre à voix haute. Il baissa les yeux vers ses mains. Je n'ai pas envie de me réveiller à 40 ans et de réaliser que j'ai construit une vie qui convient à tout le monde, sauf à moi. Tu ne le feras pas, répondis-je, parce que tu te poses la question maintenant. Il ne répondit pas tout de suite, mais je pouvais voir quelque chose se fissurer. La première brèche dans le scénario qu'il jouait depuis des années. Il releva les yeux, et cette fois, il y avait presque un début de soulagement. Tu me soutiendrais? Si je lâchais tout ça? Je n'ai pas hésité une seconde. Quoi que tu décides. Je suis là. Il expira comme s'il retenait son souffle depuis 3 ans. Alors, je crois que je dois passer un coup de fil. Julien se mit à arpenter le balcon, le téléphone dans une main, l'autre s'ouvrant et se refermant, hésitant entre frapper ou se protéger. Il répétait la conversation depuis 1 heure, mais on savait tous les deux qu'aucun scénario ne la rendrait plus facile. Je restai à l'intérieur, lui laissant l'espace, le choix. Il appela un peu après 8 heures. J'entendis « Salut, papa ». Puis le ton chuta, pas en volume, notre père ne criait jamais, mais en précision, comme s'il était de retour au bloc, en train de disséquer une erreur inacceptable. Julien garda sa voix calme. Il expliqua son intérêt pour l'oncologie pédiatrique, sa décision de reporter sa résidence en neurochirurgie. Il le remercia même pour les opportunités. Pendant un moment, j'ai cru que, peut-être, ça suffirait. Puis j'ai vu son corps se raidir. Défensif. Tu as raison, dit-il. Si ça veut dire perdre ton soutien financier, je m'en débrouillerai. Un silence. Non, ça n'a rien à voir avec Amara. Ça me concerne moi. Je suis sortie discrètement, juste à temps pour l'entendre dire, je ne quitte pas la médecine, papa. Je vais simplement vers ce qui, pour moi, a vraiment du sens. Il raccrocha sans attendre de réponse. Il resta là, le téléphone à la main, comme si l'appareil était soudain devenu trop lourd. Je lui tendis le verre d'eau que j'avais préparé plus tôt. Il le prit sans me regarder, en but la moitié, puis s'assit. Coupé? Demandai-je doucement. Il hocha la tête. Financièrement, émotionnellement, symboliquement. Le pack complet. Il ne pleura pas. Pas même un battement de cils. Mais je savais ce que ça lui avait coûté de tenir bon, sans plier. Mon téléphone vibra. Carrie. Papa tourne en rond comme si c'était l'alerte nucléaire. Maman fait semblant de pleurer. Il n'arrête pas de répéter, d'abord Amara, maintenant Julien, comme si c'était une maladie. Je ne répondis pas. Je tournai simplement l'écran vers Julien. Il esquissa un sourire amer, mais reconnaissant. On dirait qu'on est contagieux, dis-je. Je me suis assise à côté de lui, épaule contre épaule. Il soupira. C'est bizarre. Ça fait mal, mais en même temps, c'est juste. C'est juste, répondis-je. Ce sont eux qui n'ont pas encore compris que l'amour ne devrait jamais être conditionnel. Il ne répondit pas, mais la façon dont il se redressa m'a dit qu'il commençait à y croire. L'objet du mail disait « Proposition de collaboration stratégique, Centre médical Saint-Elias ». Je l'ai ouvert sans réfléchir, pensant à un sondage ou une mise à jour d'anciens élèves, mais la signature en bas m'a figé. Dr Lena Arrow, directrice de l'innovation,
Centre médical Saint-Elias, l'hôpital de mon père. Il ne passait pas par lui. Son nom n'était mentionné nulle part. Pas de copie cachée. Pas de réseau parallèle. C'était formel, direct, et entièrement professionnel. Ils avaient vu nos résultats publiés, les performances de notre plateforme, et voulaient discuter d'un projet pilote. Pendant un moment, je suis restée là, relisant l'email. Il y a un an, ça m'aurait tordu le ventre. J'aurais cru qu'il avait enfin changé d'avis, enfin ouvert la porte. Mais ce n'était pas une aumône. C'était de la reconnaissance méritée, pas héritée. Je l'ai transféré à Maya avec une simple note, on avance. Mais le service juridique dans la boucle. Puis j'ai refermé mon ordinateur et me suis tournée vers la fenêtre. Carrie m'a appelé en FaceTime ce soir-là depuis sa chambre, ses cheveux relevés en chignon, les manches de son sweat remontées jusqu'aux mains. T'es dans notre journal local, dit-elle en tournant l'écran vers moi pour que je voie le reportage. Présentateur local, petite biographie, et mon visage en bannière, la start-up Ellison sauve du temps et des vies en soins intensifs. Papa n'a rien dit, ajouta-t-elle, mais il a baissé le volume à mi-chemin, maman a demandé si tu allais au gala en octobre. Je ris. Nouveau record. 5 mois entiers à faire semblant que je ne suis pas morte. Carrie sourit, puis se pencha vers moi. Tu sais, tu rends plus facile d'imaginer une vie en dehors d'eux. Comme si, peut-être, je n'étais pas obligée de postuler à Duc juste parce que c'est le genre de truc qui les impressionne. Sa voix se brisa un peu sur la fin, mais elle ne détourna pas le regard. Je me revis en elle, 13 ans plus jeune, encore en train de plier sous leur volonté, encore en espérant qu'ils finiraient par aimer la version de moi qui n'existait pas. Tu n'es pas obligé de devenir leur histoire, dis-je. Tu peux écrire la tienne. Elle hocha la tête, silencieuse un moment. Si je le fais, tu seras dans les remerciements. Je souris. Épelle juste bien mon nom. L'appel se termina. Je restai là, à fixer mon reflet dans la vitre assombrie. Je n'attendais plus. Plus qu'ils comprennent. Plus qu'ils applaudissent. Plus leur permission pour exister. Julien choisit le lieu, un petit resto italien discret, coincé entre une librairie et un pressing dans le West Village. Pas de réservation, pas de cérémonial. Juste 2 frères et sœurs et une bouteille de vin qu'aucun de nous ne savait prononcer. Il n'attendit même pas que le pain arrive. J'ai différé, dit-il en posant son téléphone comme s'il venait de recevoir une sentence. Ta résidence, demandai-je, même si je le savais déjà. Il hocha la tête. Officiellement. Ils ont été surpris, mais ils ont respecté. Et papa? Il inspira lentement. Toujours silencieux. Je levai mon verre. À respirer sans demander la permission. Il fit teinter son verre contre le mien, puis esquissa un sourire. Tu sais ce que Carrie a dit? Elle veut fonder le club des parias de la famille Walker. Toi et moi en cofondateurs. Je ris. On aura des vestes? Avec broderie personnalisée? J'imagine bien, décevant sans remords depuis 2018. Pour la première fois depuis des années, le silence entre nous était sûr. Aucun jugement, aucune attente. Juste, la vérité. Julien se pencha en arrière et me regarda comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. Tu sais, avant je croyais qu'ils avaient honte de toi. Maintenant je pense qu'ils avaient peur de ce que ta liberté révélait. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Il avait raison. Plus tard dans la soirée, Carrie m'envoya une photo. L'étagère du salon familial. 3 de mes magazines soigneusement alignés sur l'étagère du haut, juste à côté des manuels de chirurgie de mon père. Personne n'a rien dit. Ils sont juste, là maintenant. Je fixai l'image, cherchant ce que ça me faisait ressentir. Pas de revanche. Pas de colère. Juste, la faim. Comme une plaie qui s'est enfin refermée, sans tambour ni trompette. Julien dormait chez moi cette nuit-là. Alors qu'il s'endormait sur le canapé, à moitié enveloppé dans un vieux plaid, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier que je gardais enterré dans mes brouillons. Il était temps de répondre à cette invitation au gala. Cette fois, pas en tant que fille de quelqu'un, mais en tant que femme qui avait construit quelque chose qui méritait d'être vu. La salle de bal scintillait de lumière dorée, velours, panneaux sombres, musique orchestrale en fond. Le genre d'endroit où les réputations se polissent, pas où elles se questionnent. Je suis entrée, le pas rassuré, la respiration calme, Maya à mes côtés. Elle ressemblait à l'incarnation vivante d'un tailleur sur mesure et techniquement, c'était le cas. L'événement célébrait le Legacy in Medicine Award,
et bien sûr, mon père en était le lauréat. Son nom trônait en lettres dorées sur la couverture du programme. À l'intérieur, une biographie vantait ses 30 ans de contribution en chirurgie, de direction hospitalière, et de mentorat pour la prochaine génération de médecins. Mon nom, évidemment, n'était pas mentionné. Mais je ne m'y attendais pas. En entrant, certains me remarquèrent. Quelques murmures. Quelques sourires polis. Les mêmes hommes qui, autrefois, m'appelaient la fille du docteur Ellison, me regardaient désormais autrement, comme si j'étais devenue assez solide pour projeter ma propre ombre. Nous nous sommes assises vers le milieu de la salle, ni devant, ni derrière. Juste à notre place. Quand mon père monta sur scène, il était égal à lui-même, voix posée, gestes mesurés, présence impeccable. Il parla d'excellence, de transmission, de repousser les limites. Je l'écoutais, un verre à la main. Pas avec amertume. Avec clarté. Les mots n'avaient pas changé. Moi, si. Après les applaudissements, les échanges commencèrent. Je l'observais serrer la main de ceux qui, autrefois, avaient réduit mon travail à un passe-temps mignon ou noble, avant de me demander si j'avais jamais envisagé d'entrer en médecine. Je ne l'ai pas approché. Je n'en avais pas besoin. Maya se pencha vers moi et murmura, « Il n'arrête pas de demander si tu vas prendre la parole. » Je souris. Qu'il se pose la question. Avant de partir, je fis un détour par le mur des photos. Là, en noir et blanc, lui portant Julien bébé, la recevant un prix, et puis celle qui me saisit, une photo prise sur le vif, en tenue de chirurgie, bras croisés, juste devant une salle d'opération. Pas de légende. Pas de contexte. Juste un homme qui a passé sa vie à tout contrôler. Et moi, j'étais là. Sans plus rien demander. Quand Maya et moi sommes montés dans la voiture, je ne me suis pas retournée. Ni vers la salle de bal. Ni vers les projecteurs. Ni vers lui. Cette nuit n'était pas faite pour être vue.